Ah, je suis déjà d'agent. Désolé. Maintenant, on passe à notre dernière conférence d'aujourd'hui. Monsieur Steven Bélanger. Steven Bélanger est psychologue de formation à l'Université du Québec à Montréal, où ses études ont porté sur les comportements psychologiques individuels de la violence des hommes en contexte d'intimité. Un programme où il pratique la psychothérapie auprès des conjoints violents depuis 1988. Il occupe depuis 20 ans les fonctions de superviseur et de coordonnateur clinique. Il a élaboré de nombreux programmes de formation et de prévention dans les différentes institutions publiques et carcérales et de supervision professionnelle en violence conjugale, tant autant au Québec qu'à l'étranger, au Chili. Il a siégé à de nombreux comités de recherche en violence conjugale et publié sur les thèmes de l'intervention en violence conjugale des articles visant à mieux définir les enjeux cliniques et éthiques associés au travail auprès de cette clientèle. J'invite donc Steven Bélanger à bien vouloir nous présenter sa communication portant sur les dimensions développementales de la violence en contexte d'intimité. Bonjour. Le problème à passer le dernier comme ça dans la journée, c'est que, au fur et à mesure que la journée avance, la tension monte, l'anxiété aussi, puis à la fin, tu ressembles au gars de la pub qui était à son 11e café. Donc, on est rendu à la dernière partie du colloque. Un colloque qui s'était donné au départ comme objectif de jeter un certain éclairage sur les violences intimes. C'est un défi qui est assez difficile à relever étant donné la complexité du problème. C'est un problème qui est profondément humain, l'agressivité, la violence. Et chaque présentateur a fait à sa façon, sous des angles différents, des niveaux différents, état d'une certaine partie, de certaines réalités de ce phénomène-là. Pour ma part, je vais aborder certains aspects développementaux de la violence en contexte d'intimité en mettant en relief certaines caractéristiques des hommes en contexte de violence conjugale, les hommes en traitement. Ça va être présenté sous une forme de synthèse très abrégée de recherches, des recherches qui se sont penchées sur la question, et des recherches aussi qui viennent, jusqu'à un certain point, appuyer, étayer nos observations cliniques. On sait par les observations cliniques et la recherche que les expériences de mauvais traitement dans l'enfance sont à l'origine de difficultés importantes sur les plans personnels et relationnels. On a aussi fréquemment observé un phénomène de transmission de la maltraitance d'une génération à l'autre, dans plusieurs cas de maltraitance. On peut aussi fréquemment observer un phénomène de répétition de la maltraitance d'un contexte d'intimité à l'autre, de la famille d'origine au couple adulte. De là la pertinence d'aborder la question de la violence. D'aborder la question de la violence conjugale sous l'angle de ce qui est activé et même réactivé en contexte d'intimité. Dans les différents contextes d'intimité. Et ça, sous l'angle des conséquences, des expériences de maltraitance sur le développement des individus, et aussi sous l'angle des mécanismes qui sont actifs dans la répétition de la maltraitance. De là, donc, la pertinence de mettre l'accent sur les composantes psychologiques, individuelles, sans pour autant nier l'importance des composantes sociales. Parce qu'on sait que les variables sociologiques, les variables sociales, ont une influence indéniable sur la violence faite aux femmes. Les facteurs sociaux, sociétaux, culturels jouent un rôle puissant dans la création d'un contexte où survient
la violence conjugale selon Dutton et bien d'autres. Pour sa part, Archer 2005-2006, dans une méta-analyse sur environ 53 pays qui concernait environ 64 000 sujets de recherche, je pense, il a démontré de façon assez évidente qu'il y avait plus de violences faites aux femmes dans les sociétés basées sur des valeurs patriarcales traditionnelles. Du même coup, ces recherches ont démontré qu'il y avait moins de violences faites aux femmes dans les sociétés basées sur des valeurs plus égalitaires entre les hommes et les femmes. Par contre, selon plusieurs chercheurs, les variables sociologiques, structurelles, n'expliquent pas tout. Dans un même contexte social, certains hommes sont violents, d'autres pas. Tous les hommes ne sont pas violents. Il y a des cas de violence mutuelle, violence symétrique, où les deux sont violents. Il y a des cas de violence entre partenaires de même sexe, on l'a vu tantôt. Il y a des cas de femmes violentes aussi. Pas nécessairement de la violence de protection, mais de la violence offensive. Il y a aussi les cas de violence dans les couples égalitaires, 11% selon une recherche de Coleman et Strauss, 86. Donc une violence qui n'est pas nécessairement le résultat d'un déséquilibre de pouvoir entre les deux. Selon plusieurs auteurs, les variables sociologiques interagissent avec d'autres variables. Il y a des variables situationnelles, donc associées aux facteurs de stress, on l'a vu avec M. Senneville ce matin. Il y a aux conditions de vie difficiles aussi. Il y a des variables interactionnelles, c'est toutes les modalités de communication qui sont mises en place pour gérer le pouvoir, gérer les conflits, gérer l'intimité, gérer les différences. Parce que c'est la rencontre de deux personnes différentes, c'est pas toujours évident, et il y a des stratégies interactionnelles qui peuvent être à l'origine de violence. Et il y a aussi les variables individuelles qui sont les variables associées à l'histoire de l'individu, aux expériences personnelles passées. Selon Dutton 2006, les variables psychologiques et développementales, les variables individuelles, sont complémentaires et permettent de nuancer la perspective sociologique. C'est donc vers ces variables psychologiques et développementales-là qu'on va plutôt s'attarder aujourd'hui. Selon plusieurs recherches, il y a un lien important entre la maltraitance dans l'enfance et les conduites d'agression dans la vie adulte. On l'a vu avec la recherche de Mme Serban ce matin, avec M. Senneville. Excuse. Et aussi dans les écrits de Richard E. Tremblay, qui a écrit beaucoup là-dessus. Evenshaw 2003 nous dit que la maltraitance dans l'enfance est un puissant facteur de risque d'agression dans les relations intimes adultes. Schaeffer 2004 nous dit que l'abus physique de la part d'un parent est l'un des principaux facteurs de risque de la violence entre partenaires intimes adultes. Selon Edgelin 93, la proportion des enfants abusés qui deviennent des partenaires ou des parents abusifs est de 40%. Et selon Salmona 2008, ça va de 40 à 60%. C'est pas rien. Certaines recherches font aussi état de liens importants entre la maltraitance dans l'enfance et le fait d'être victime de violences dans la vie adulte. Ruskin White 2003. Selon lui, les hommes et les femmes abusés dans leur enfance rapportent un taux significativement plus élevé de violence en tant qu'agresseur et en tant que victime dans les relations intimes adultes. Gomez 2011. Selon lui, l'expérience de mauvais traitement dans l'enfance est l'un des facteurs significatifs de violence exercée et subie dans les relations intimes adultes. Whitfield 2003. C'est une série de recherches, une nomenclature qui va finir un jour, mais un peu de patience. Les expériences d'abus dans l'enfance augmentent significativement le risque de victimisation et d'agression, tant pour les hommes que pour les femmes. Selon une recherche maison,
on a fait un programme en 2012, une recherche qui ne se veut pas répondre à des très hauts standards scientifiques, mais qui, selon nous, reflète assez bien le portrait de notre clientèle. Une proportion importante des hommes qui consultent le programme ont été victimes de mauvais traitements dans leur famille d'origine. 70% de la part de leur père, 50% de la part de la mère, et 20% de la part d'un membre de la fratrie. Et parmi ceux-là, au moins la moitié ont été victimes de violences fréquentes et sévères. Plusieurs auteurs affirment aussi que l'exposition à la violence dans l'enfance est une expérience traumatique. Moscovitz, 2004, une méta-analyse aussi, qui en arrive à la conclusion que plusieurs études ont mesuré un taux élevé de stress post-traumatique chez les individus violents. Dutton, 95, selon lui, 45% des partenaires violents masculins rencontrent les critères du syndrome de stress post-traumatique associé à des situations d'abus dans l'enfance. On parle de facteurs développementaux. Murphy, 93, Hansen, 97 ont mesuré une plus grande prévalence d'histoires traumatiques chez les hommes qui exercent de la violence sévère envers leur conjointe. Salmona, 2008, nous rappelle que l'exposition à la violence parentale est une expérience traumatique qui peut entraîner des états de stress extrêmes. Donc, ça a un impact. Plusieurs recherches ont aussi démontré que la négligence et la maltraitance dans l'enfance sont des facteurs prédisposants à des troubles d'attachement. Selon Shore, dont M. Lapointe nous a parlé ce matin, la maltraitance et la négligence sont à l'origine d'un attachement sécurisé, très souvent. Onaghi, 99, nous dit que les expériences d'abus dans l'enfance sont à l'origine d'un d'attachement désorganisé qui engendre à leur tour des problèmes de violence dans les relations. Et tout comme Fonagy, il y a plusieurs autres auteurs vont faire sortir un lien important entre les troubles d'attachement et la violence entre partenaires intimes. Sunkin, Dutton, 2003, nous disent qu'il y a une proportion importante de partenaires violents qui présentent un trouble d'attachement. Bartholomew, Shaver et d'autres, selon eux, une grande majorité des partenaires violents présentent un attachement anxieux. Grande majorité. Selon Mauricio et Gormley, 2001, les hommes présentant un attachement anxieux rapportent un plus haut taux de violence envers leurs partenaires. Donc, c'est assez important et je vais continuer là-dessus. Selon Kessner et McHenry 2010, les variables reliées à l'attachement ressortent comme des principaux facteurs de risque de violence des hommes envers leurs partenaires. D'autres auteurs nous disent que les personnes ayant un attachement anxieux seraient plus susceptibles d'exercer ou de subir de la violence dans les relations intimes. Toujours Kessner et McHenry nous disent que les conjointes des conjoints violents auraient significativement plus tendance à présenter un attachement anxieux. Ça veut dire que ça laisse présager des situations assez complexes, hein, que les deux ont un attachement anxieux, les deux ont un attachement insécure. Il ressort aussi de notre recherche maison qu'une proportion importante des hommes qui consultent le programme présentent des caractéristiques associées à un attachement anxieux. Une grande proportion présente des dynamiques relationnelles associées à un style d'attachement préoccupé ou désorganisé. Donc, ça parle d'insécurité, méfiance, dépendance, instabilité émotionnelle, faible estime de soi, anxiété d'abandon, anxiété d'abus aussi. On ne parle pas souvent de ça, mais la peur d'être abusé. L'impulsivité. Et une plus faible proportion correspond au style d'attachement détaché. Donc, c'est plus une froideur affective, détachement, négation de ses propres besoins, négation des besoins de l'autre.
faire une petite pause à voix. Le lien entre les troubles d'attachement et les troubles de personnalité, c'est un phénomène qui est assez bien documenté. Et qu'un certain nombre de recherches font ressortir un lien important entre les troubles de personnalité et la violence conjugale. Selon Dutton et Carey, 99, les partenaires violents masculins présentent souvent un trouble de personnalité. Edwards, 2003, ont mesuré un taux élevé de troubles de personnalité chez les échantillons de partenaires violents. Et selon lui, les troubles de personnalité antisociale, les troubles de personnalité limite sont les variables significatives de violence intime. Mauricio, 2007, nous dit que les troubles de personnalité représentent un facteur de risque majeur dans les troubles de comportement. Dans les comportements d'abus. Selon Moffett, 2001, les traits antisociaux, les traits de personnalité limite, les traits de personnalité abusive, on va y revenir sur ce terme-là, sont les principales caractéristiques prédictives de la violence conjugale. Toujours selon Moffett, en plus d'être un facteur prédisposant de violence conjugale, les troubles de personnalité contribuent au choix d'un partenaire abusif, comme pour les états de stress post-traumatique, comme pour les troubles d'attachement. C'est aussi une variable d'agression et de victimisation. Et Sanders, 92, nous dit que plus la violence sévère et chronique, plus la violence est sévère et chronique, et plus on frôle les 100% de troubles de personnalité. On va maintenant faire un survol rapide de certains des mécanismes qui sont à la base de répétition et de transmission de la violence. Certains mécanismes. Il y en a beaucoup plus. Les expériences de négligence et de maltraitance dans l'enfance sont à l'origine d'une déficience neurologique, des déficiences affectives. On l'a vu avec M. Lapointe ce matin, avec toutes les études de M. Shore. Parce que ces expériences-là laissent des séquelles structurelles. Ça laisse une empreinte neurologique, une mémoire traumatique. C'est des traces réelles, c'est un substrat neurologique. C'est pas juste dans la tête, c'est vraiment dans la tête. Et ça entraîne une déficience de régulation de l'anxiété et de l'agressivité. Et ça se manifeste par une incapacité de s'apaiser par soi-même. Un état permanent de méfiance, d'insécurité et une déficience de contrôle pulsionnel. C'est important aussi de saisir que les mauvais traitements sont à l'origine d'une perception négative du monde, parce que le danger a été intériorisé. Il a été enregistré dans la mémoire traumatique. Dorénavant, le monde est appréhendé comme étant hostile. L'autre, la partenaire, est appréhendée avec méfiance. Et l'intimité est pressentie comme un terrain miné. Colohan, en 2002, nous parlait de paranoïa conjugale. Ça parle vraiment de ça. Et dans ce genre de contexte affectif-là, c'est pas étonnant que les agressions soient déclenchées par des événements qui sont perçus comme étant menaçants. Par des événements internes, des événements subjectifs, du fait que les perceptions sont biaisées et que les interprétations aussi sont biaisées. Il y a toujours un hypothétique danger qui plane. Pour prendre des chances, pour se protéger. Salmona 2008 nous rappelle aussi que la mémoire traumatique joue un rôle central dans la reproduction de la violence. Parce que pour les victimes de maltraitance, la violence est une réaction traumatique.
Les conduites d'agression sont souvent accompagnées de distorsions cognitives. Parce que sous de fortes émotions, que ce soit de la peur, de l'impuissance, de la colère, de la peine, de la culpabilité, les pensées et les croyances peuvent se perturber. On ne pense plus de la même façon. Et ça peut mener, selon Goldberg, à des choix inhabituels de comportement. On ne se comporte pas comme on se comporterait dans un état plus calme. En fait, c'est l'état affectif qui interfère entre le jugement et le comportement. Il n'y a pas un lien direct. Il y a toujours l'état, quand l'état affectif prend trop de place, on ne peut plus juger de la même façon. C'est dire qu'on peut transgresser nos propres normes morales et faire des gestes avec lesquels on n'est pas en accord. Et c'est ça qui est à l'origine de culpabilité, de remords. Quand on se sent coupable ou quand on a honte ou quand on a des remords par rapport à ce qu'on a fait, c'est pas parce qu'on est content ou c'est pas parce qu'on croit que c'est bien ce qu'on fait. C'est parce qu'il y a une dissonance affective et cognitive très forte qui crée un malaise important. Et ça peut porter souvent à se justifier et à attribuer la responsabilité à quelqu'un à l'extérieur. Plusieurs études ont démontré aussi que les conduites agressives sont souvent accompagnées d'une dissociation. On en a parlé durant la journée. Ça fait partie des états de stress post-traumatique. C'est une réponse au stress post-traumatique. Et Narang et Contreras, en 2000, ont mesuré un taux élevé de dissociation tant chez les agresseurs que chez les victimes. Moscovitz 2004, Colan 2003, nous disent, ils ont mesuré, disent que plus les scores aux échelles de dissociation sont élevés et plus la violence augmente en fréquence et en gravité. Simonetti 2000 nous disent qu'on mesuré 10,6% des hommes en traitement pour violence conjugale présentent un niveau de dissociation pathologique. Ça veut dire que aussitôt que l'anxiété monte, il y a une dissociation qui se fait et à ce moment-là, ils ne sont plus les mêmes. En résumé, on peut dire que le trauma est au cœur de la répétition. Pour présenter un petit résumé statistique, schématique du phénomène de reproduction de la violence. Bon, il y a des expériences infantiles, maltraitance, c'est de la violence au départ, qui causent un état de choc, un traumatisme, qui génère de l'anxiété, de la dépression, qui se développe en état de stress traumatique, en trouble d'attachement, en trouble de personnalité. Et ça se caractérise souvent par des états d'insécurité, de la méfiance, de l'impulsivité. Et ça s'entraîne des biais de perception, d'interprétation, d'attribution de responsabilité ou de cause du malaise. Et ça aboutit souvent dans des réactions d'agression ou des attitudes de soumission. Donc, une position de victime. Et là, on a un cocktail idéal pour se mettre à reproduire les mauvais traitements, reproduire la violence. Et ça, tout ça, c'est les effets. C'est causé par les effets du trauma. Maintenant, comment ça se traduit sur le plan clinique? C'est que, d'après certaines recherches et l'observation clinique aussi, on peut dégager deux principales catégories de violence. Il y a la violence instrumentale et la violence réactionnelle. La violence instrumentale, dans des proportions allant de 20 à 25% environ, selon les recherches, c'est une violence qui est proactive, qui est intentionnelle, qui est préméditée. Ça inclut habituellement, d'ailleurs, intimidation, menace. Selon Gilgun 2000, c'est une violence qui est une prise de contrôle. Donc, c'est un système de contrôle, de domination, qui fait partie de la relation. Ça comporte plus de violences sévères, généralement associées à la personnalité antisociale, personnalité limite, narcissique, je veux dire, excuse, et au style d'attachement détaché. Pour ce qui est de la violence réactionnelle,
c'est évalué de 70 à 75 dans cette proportion-là environ. C'est généralement une violence impulsive en réaction à une forte charge émotionnelle, généralement associée à la personnalité limite et passive-agressive, au style d'attachement préoccupé et désorganisé. La recherche démontre aussi qu'il y a deux sous-catégories de violence réactionnelle. Il y a les sous-contrôlés et les sur-contrôlés. Ceux qui se contrôlent pas assez, puis ceux qui se retiennent trop. Les sous-contrôlés, bon, selon les recherches, ça va de 17 à 25 %. C'est des gens qui sont généralement impulsifs, où la violence est en réaction à un sentiment d'abandon, de rejet, de privation. C'est plus particulièrement associé à des histoires de négligence, donc on en fait des carencés affectifs. Et plus particulièrement associé à un style d'attachement préoccupé, donc c'est des grands dépendants. Et associé à un trouble de personnalité limite. Pour ce qui est des surcontrôlés, et là ça me paraît particulièrement important d'en parler, parce que ça représente, selon les recherches, 52 % des individus violents, et je pense que ça correspond à une bonne proportion de notre clientèle. C'est des gens qui, en général, répriment leurs besoins, répriment leur frustration, répriment leur colère, par peur de déplaire, par peur d'être rejetés, d'être abandonnés, maltraités, encore une fois. C'est des hommes qui font tout pour que l'autre soit content, soit satisfait, pour lui déplaire, parce qu'ils ont peur. Fait que s'ils ne s'affirment pas, ils ne mettent pas leurs limites, mais à force de ne pas mettre ses limites et à force de ne pas s'exprimer, s'affirmer, il y a une accumulation de colère, une accumulation de tension, et la violence vient de façon soudaine et inattendue. Ça a l'air de venir de nulle part. Et ça a pour fonction, selon Follingstad, de faire baisser l'anxiété. Une anxiété qui est devenue trop grande, due justement au temps qui passe et à l'accumulation de la tension. De l'extérieur, ben c'est une rage qui apparaît complètement disproportionnée par rapport à ce qui est en train de se passer. Personne ne comprend parce que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et on entend souvent ça chez nos clients. Et cette rage disproportionnée-là, tout ça, c'est souvent un indicateur d'homicides conjugaux. Et selon Dutton, c'est un indicateur important de meurtres conjugaux dans des états de dissociation. C'est généralement associé à une organisation limite de la personnalité et à ce que Dutton a depuis longtemps appelé, j'étais en retard d'une diapo, bon, la voilà. Ce que Dutton a appelé la personnalité abusive. C'est important parce que ça va dans des cas plus ou moins sévères. C'est des gens qui se présentent à nous comme étant des bons garçons, qui font tout, qui sont pleins de bonnes intentions, mais aussitôt qu'il se passe quelque chose avec l'autre, avec la conjointe, où ils sentent que l'autre n'est pas assez reconnaissante de tout ce qu'ils ont pu faire, c'est des contrôlants, c'est des donneurs de soins en même temps. Ils prennent soin de l'autre, ils veulent que l'autre soit bien, puis tout ça. Et quand ils ont l'impression que l'autre ne donne pas la même chose en retour, ou autant, ou au moins soit reconnaissante, et là, ils vivent une grande injustice. Et c'est là que la violence, que la colère, la violence arrive. Autre petite pause. Et bon, voyons maintenant les implications théoriques et cliniques des données que je viens de présenter. Comme implication théorique, il semble qu'il y a une grande convergence possible de différentes théories, des théories socialisantes, psychologisantes, qui peuvent être complémentaires et non pas en compétition comme souvent on a tendance à le faire. Du fait qu'elles peuvent apporter un éclairage beaucoup plus grand et une compréhension à une plus grande variété de situations.
Aussi, les traumatismes relationnels induisent souvent la crainte d'être encore une fois négligé ou abusé et le besoin de se protéger. C'est important de comprendre ça. La violence est une fonction de protection. Aussi que les mécanismes qui sont à la base de la reproduction et de la transmission de la violence ne se résument pas à une simple imitation. Donc, ce n'est pas juste une question de modeling, de reproduire ce qu'on a vu. Non, c'est que c'est la souffrance, la détresse engendrée par la maltraitance qui est au cœur de la répétition. Et si en plus on s'identifie à l'agresseur, si en plus on a toutes sortes d'autres processus qui peuvent rentrer en ligne de compte, si on pense que c'est comme ça parce qu'on a appris ça, puis que dans ma culture c'est comme ça, mais non, ça va être encore plus comme ça. Pour les individus victimes de mauvais traitements, la violence remplit une fonction de régulation affective. C'est fait pour faire baisser l'anxiété. Et le contexte d'intimité, ça aussi c'est important, en soi constitue une variable incontournable. Du fait que les mauvais traitements se sont produits dans le tout premier contexte d'intimité, la famille d'origine. De la part de personnes hyper significatives. Ça veut dire que tous les autres contextes d'intimité sont susceptibles de réactiver les enjeux affectifs qui se sont passés à ce moment-là. Aussi, les situations de violence graves et complexes impliquent souvent d'importants troubles d'attachement, de troubles de personnalité et d'états de stress post-traumatique. Et aussi du fait que tout ça, ça peut engendrer à la fois des agressions et des victimisations. Et très souvent, on peut se retrouver dans un même couple avec deux personnes qui ont un attachement anxieux, deux personnes qui ont des troubles de personnalité, deux personnes qui ont vécu eux-mêmes de la maltraitance. C'est assez complexe quand on essaie de trouver une façon d'aider ces gens-là. C'est pas juste à go, on arrête, puis à go, on a réglé le problème. Là. Quand tu comprends, t'arrêtes. C'est pas une question de compréhension, ça va plus loin que ça. Certaines retombées cliniques maintenant. Quelques-unes, pour en avoir vu plus. Oh, la lumière jaune s'est allumée. C'est important de tenir compte des états affectifs engendrés par les traumatismes relationnels. Les sentiments d'insécurité, de la méfiance, ça reste là. Les gens traînent ça avec eux autres, dans tout contexte d'intimité. Donc c'est important, comme Shaw nous dit, d'installer un sentiment de sécurité, de confiance, une façon de parler d'alliance thérapeutique, mais pour que justement, comme Shaw le dit, pour que la démarche thérapeutique puisse favoriser l'apaisement de soi et la confiance en autrui. Et à partir du moment où ça commence à être plus stabilisé, on a moins peur des autres. On a moins raison de se protéger. On fait une lecture beaucoup plus objective, entre guillemets, de la réalité. Et c'est un frein important à la violence. Se rappeler aussi que le contexte thérapeutique en soi peut être une source de grande anxiété. Du fait que le contexte thérapeutique est un contexte d'intimité. Et de grande intimité aussi. Qui est susceptible de réactiver, encore une fois, ces mécanismes-là. Et ça, au niveau clinique, on peut voir ça par un client qui affronte son thérapeute. On peut voir ça par un client qui se conforme à la thérapie, qui fait le bon petit client gentil parce qu'il a peur. Ou bien par les clients qui abandonnent, qu'on ne voit plus, puis qu'on dit « Ah, il ne devait pas être motivé ». C'est important aussi de ne pas outrepasser les limites réelles de tolérance à l'anxiété. Parce que pour les victimes de mauvais traitement, il y a une limite réelle de tolérance à l'anxiété. Donc, éviter de forcer des pressions indues sur le client. Pas forcer le changement de comportement, le changement de mentalité. Ça ne se force pas. Yeomans nous disait en 2007 qu'utiliser la confrontation comme un moyen d'encourager la réflexion, la mentalisation,
mais pas pour provoquer l'affrontement. Reconnaître aussi que la détresse engendrée par la maltraitance, la personne doit sentir qu'on a de la compassion pour elle, pour sa détresse. Parce que, comme on l'a dit, certains présentateurs l'ont dit aujourd'hui, le déni de l'expérience d'abus constitue un deuxième traumatisme. Et souvent un traumatisme plus important, parce que là, ça condense. Et donc, ça représente une répétition des expériences d'abus. Et ça vaut autant pour dans le travail auprès des agresseurs que dans le travail auprès des victimes. Mais, promouvoir une approche qui privilégie la compassion pour traiter des problèmes de violence, ça peut soulever des enjeux éthiques et cliniques importants. Parce que c'est plutôt normal d'éprouver de la compassion envers un enfant qui est maltraité ou quelqu'un qui est maltraité, mais c'est beaucoup moins légitime d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui maltraite les autres, même s'il a lui-même été un enfant maltraité. Par devoir moral, on pourrait vouloir se porter à la défense de la victime et dévier du mandat d'aide. Par crainte aussi d'être soupçonné de collusion avec le méchant, en étant trop compatissant, on peut plus ou moins subtilement passer de la compassion à certaines formes de répression. On peut être porté à se fermer, à juger, à condamner, à mépriser l'autre parce qu'il est violent, sans trop le dire, sans trop le démontrer, mais c'est André Lapointe qui disait ce matin, c'est qu'il y a bien des tout passe, sans même qu'on ait à le dire, et le client le sent. À traiter des monstres, on se fait traiter de monstres, disait Éric Emmanuel Schmitt, dans la part de l'autre. Et ça, comme intervenant auprès des hommes en violence conjugale, je pense qu'on a tous un peu connu ça de toutes sortes de façons. Travailler auprès aider les hommes, c'est être de collusion avec les hommes, c'est être d'accord avec ce qu'ils font. Aussi, par crainte de déresponsabiliser des agresseurs de leur violence, on peut leur refuser l'écoute, le soutien, le respect dont ils ont besoin. Et dans tous les cas, malgré nos nobles intentions, ces dérives cliniques, qui sont souvent le résultat de contre-transferts d'ailleurs, mal gérés, risquent de priver la personne de l'aide dont elle a besoin et de reproduire, encore une fois, une expérience de négligence et de maltraitance dans la situation thérapeutique. C'est pas rien, mais ça arrive. En conclusion, ça sera pas long, Jonathan. En conclusion, c'est important d'élaborer des théories qui sont inclusives de la violence conjugale, donc qui incluent plusieurs facteurs, pour permettre justement une lecture plus nuancée et plus juste des situations, des diverses situations. Développer aussi des approches adaptées aux particularités des situations et des besoins individuels. Éviter les programmes bons pour tous. Leur inefficacité est de plus en plus démontrée. Intervenir tôt aussi, comme disait Tremblay, Richard Tremblay, 2008, auprès des enfants victimes, auprès des jeunes parents à risque, et de façon diétique aussi, parents-enfants, comme disait Mme Moss ce matin. Donc, faire de la prévention. Important d'adapter nos services aux crises relationnelles qui sont fréquentes chez les individus instables. On parle d'individus instables émotionnellement. Donc, les crises relationnelles sont des crises importantes et fréquentes. Et ça, on le voit beaucoup chez nos clients, mais on le voit beaucoup chez nos clients de première ligne aussi qu'on rencontre dans les centres opérationnels. Parce que l'intervention judiciaire, l'arrestation comme telle, peut ajouter à la crise qui est déjà présente. C'est important d'en rendre compte. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les hommes qu'on rencontre en prison. On essaie de faire une intervention de crise, quand c'est le cas. C'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent le cas. Et pour faire baisser toutes les idéations suicidaires et homicidaires, ultimement.
Établir aussi des politiques qui reflètent la diversité et la complexité de la problématique. C'est une problématique multifactorielle. Et actuellement, là, la politique gouvernementale de 1995 n'est pas ajustée. Et, terminé, après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui de nos conférenciers, il semble que les mauvais traitements, je pense qu'on peut conclure ça, les mauvais traitements constituent l'une des plus importante variable de la reproduction de mauvais traitements. Ça revient à dire d'une certaine façon que l'expression populaire « la violence engendre la violence », ben, c'est pas mal ça. Merci de votre attention. Merci Steven. Là, on passe à 5 minutes des échanges, des questions, des réactions. OK. D'abord, j'aimerais dire un merci autant aux fondateurs qu'aux personnes qui maintiennent le programme dans toutes ces activités qui permettent de nous rassembler, parce que c'est pas courant de pouvoir discuter de violence conjugale et d'aborder différents aspects aussi qui sont plus sensibles dans un lieu où c'est moins risqué de recevoir des tomates, justement. Parce qu'il y a toutes sortes de questions qui sont délicates. D'ailleurs, une qui me vient, c'est à la lumière de tout ce qu'on a vu aujourd'hui comme facteur, notamment quand j'entends parler beaucoup de traumatisme, de dissociation, qui peuvent causer la violence. Je me demande où est-ce que tu en es, ou bon, on jase évidemment parce que je ne veux pas non plus lancer une tour de banane, puis c'est une question qui peut être délicate à aborder, mais quand on aborde la question sous ces angles-là, est-ce que le principe de responsabilité face à ces gestes, qui demeure évidemment, est-ce que ça amène des bémols dans certaines situations? On dit, ouais, il faudrait peut-être considérer d'autres facteurs qu'on voyait moins avant. Et puis, la notion de responsabilité doit être vue de façon avec différents degrés, ou en tout cas, je pose la question à la lumière des facteurs, des fois, qui peuvent échapper à certains hommes dans certains contextes. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, c'est pas loin d'être une pleure de banane, non? Mais je veux dire... Ben, je t'offre une bière après aussi, puis les personnes intéressées joignent à nous. C'est que, quand on parle de responsabilité, moi, j'ai pas de problème d'un point de vue moral, d'un point de vue légal, à dire, bon, ben, quand tu as fait quelque chose, tu en es responsable, puis tu assumes tes responsabilités. Bon. Mais ceci étant dit, d'un point de vue clinique, à quoi ça nous sert de savoir si quelqu'un est responsable ou pas? Vraiment, là, au fond, là. À quoi ça nous sert? On a-tu peur de le déresponsabiliser? On a-tu peur qu'il se déresponsabilise puis qu'il attribue le problème à d'autres? Si c'est ça dont on a peur, ça, là, tout ça, ça se travaille. Ça se travaille d'un point de vue clinique. Et quand on a affaire à quelqu'un qui a vécu des mauvais traitements et qui a une violence, qui a une difficulté de moduler ses affects, qui a une difficulté de contrôler ses impulsivités, ben, il faut travailler là-dessus. Il ne faut pas nier ça. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Parce que c'est ça le problème fondamental. C'est de plus en plus appuyé par la recherche scientifique. C'est prouvé mur à mur. C'est béton, cette affaire-là. On ne se mettra pas à remettre toujours tout en question par peur de déresponsabiliser quelqu'un. Si on est en train de déresponsabiliser quelqu'un, ben, changeons de travail. On n'est pas là pour ça. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit là en train de déresponsabiliser leurs clients. Probablement que c'est le contraire qui est en train de se passer trop souvent. C'est qu'on les surresponsabilise. Et là, on nuit au processus thérapeutique dans ce temps-là. Quand on insiste, puis qu'on insiste pour dire à l'autre « Non, non, t'es responsable, non, non, là, t'es en train de te justifier. » On nuit. C'est vraiment pas aidant. C'est nuisible thérapeutiquement. Alors, moi, personnellement, je suis très à l'aise avec ça. Je me pose même pas la question quand je travaille avec les hommes, quand je travaille avec mes clients. Je leur demande comment ils pensent,
comment ils se sentent, comment ils vivent, comment on est en relation ensemble, comment ils sont en relation avec d'autres. Pour les aider, comme Yeomans nous dit, les aider à réfléchir sur leurs conditions. Et s'ils ont une bonne relation avec moi, et que la relation peut les aider à se désactiver un peu plus, de s'apaiser un petit peu plus, ils vont être beaucoup plus en confiance et ils vont être beaucoup plus capables d'être en relation sans toujours être obligés en tout cas se sentir obligés de lever les poings comme ça puis de se défendre ou de se protéger. Ils vont être capables d'être en relation et ça, on le voit chez des gens. On n'y arrive pas toujours, mais quand on y arrive, on voit qu'il y a des gens qui, pas tout d'un coup, mais progressivement, ils sont capables d'être empathiques à leur propre souffrance et du même coup, empathiques à la souffrance des autres. Ça, c'est un frein à la violence. D'autres questions? Vas-y, Jean-Martin. Je vais faire du silence. À la lumière de votre expérience, justement, après plusieurs années maintenant d'œuvre dans ce domaine-là, on a vu différentes catégories de facteurs qui sont différentes, qui sont plus diversifiés qu'au départ. Est-ce que dans les manifestations, entre autres les niveaux de gravité, par exemple, quand on parle de violence, on a souvent tendance dans un discours populaire à identifier l'agresseur justement avec un grand A, puis le plaisir de faire peur, si je caricature un peu, de jouir de la violence. Bon, à la lumière de ce qu'on voit, quelles seraient les catégories? Par exemple, au bout d'un continuum, on a un terrorisme conjugal où des hommes font continuellement peur à leurs conjointes, aux enfants. Et puis, à un autre bout, il peut y avoir des gestes isolés. À ce moment-là, selon les regards que vous avez comme équipe, quel pourcentage, on peut dire, qui se situe sur ce continuum-là? Et puis, quel serait leur portrait selon vos observations? Jean-Martin. Bon, j'offre deux bières dans ce cas-là. Une grosse. Les violences fréquentes et graves, coups, blessures fréquentes, où la vie de quelqu'un est menacée, où la sécurité de quelqu'un est menacée, selon les recherches, là, ça va de 2 à 4% de la population. Et dans le contexte conjugal, c'est maximum 4, 5, 6, 7, 10%. Les terroristes conjugaux, bon, les gens, tantôt que je parlais des gens qui étaient une violence instrumentale, merci. Violence instrumentale, c'est des gens qui sont plus à froid, contrôle, c'est des gens qui sont désactivés beaucoup, probablement beaucoup plus. Hein, des gens qui sont attachement détaché. Donc, ils font ça avec froideur. Donc, les autres, ils font ça. Ça peut être pas. On peut avoir toutes sortes de raisons, là. Mais ils font ça avec froideur. Donc, ils ne sont pas affectés par ce que l'autre peut vivre. C'est comme ça que ça marche, puis c'est comme ça que ça va marcher. Puis, ça, c'est ces gens-là, puis qui ne se posent pas beaucoup de questions sur ce que ça, justement ce que ça peut faire à l'autre, puis ce que ça peut faire à la relation, puis ce que ça peut faire à leurs enfants. C'est, je dirais, maximum 15-20% de notre clientèle. À des degrés plus ou moins sévères, là. Parce qu'on peut être comme ça, mais sans être des tyrans, vraiment des tyrans, mais d'avoir tendance à être comme ça. Je dirais qu'en général, puis d'ailleurs la recherche le démontre, en grande généralité, non, c'est pas vrai, on va dire des choses en même. Moi, je m'emporte. Mais je dirais dans au moins 50% des cas, s'il y a de la violence bidirectionnelle, dans les couples où il y a de la violence. Et ça, c'est sans déresponsabiliser personne et c'est sans responsabiliser personne. C'est ça que la recherche dit et c'est ça qu'on entend souvent. 25 ans plus tard, on finit par comprendre qu'il y a quelque chose dans l'autre qui fait que la violence continue, que la violence circule et qu'en général, les violences bidirectionnelles, ce n'est pas des violences sévères. Il peut y avoir des pics de temps en temps, mais en général, c'est pas ça. C'est comme une façon d'être en relation.
Parce que les violences interactionnelles qui deviennent sévères, c'est dans ce temps-là, c'est qu'on a affaire à deux personnes qui ont des troubles de personnalité importants, ou des troubles d'attachement importants. Sinon, ça ne dégénère pas plus haut. Parce que ces gens-là, ils ont quand même intériorisé la capacité d'être en relation un peu, hein, ou un peu plus. Ils ont cette capacité d'empathie-là qui, à un moment donné, ils savent qu'ils sont allés trop loin. La plupart des hommes qui nous consultent, ils vivent de la honte, puis de la culpabilité, puis des remords. Puis ils disent, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Non, je voulais que quelque chose arrête, je voulais contrôler quelque chose, ça va. Mais c'est pas... Faire mal est loin d'être toujours le but premier cherché quand il y a de la violence. Bon, on allait où avec ça? Ça va-tu, Jean-Paul? Merci. On doit s'arrêter. On doit s'arrêter. Merci beaucoup.